Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce premier cours de classe virtuelle. Donc aujourd'hui on va parler de loi de probabilité à densité. Mais avant de parler des nouvelles notions que nous allons voir, on va commencer par faire un petit rappel de l'ensemble des lois de probabilité que nous connaissons, on va dire, depuis la classe de seconde. Donc ce qu'on a vu en classe de seconde et en classe de première, ce sont les lois de probabilité sur un ensemble fini. Donc, nous avons vu en seconde et en première les lois de probabilité sur un ensemble fini. Alors, qu'est-ce que c'est que une loi de probabilité sur un ensemble fini? Donc ici, si j'ai E, un ensemble donc avec un nombre fini d'éventualités, la première éventualité, je l'appelle E1, ensuite E2, etc., jusqu'à E indice N. Déterminer une loi de probabilité sur cet ensemble, donc déterminer une loi de probabilité sur cet ensemble E revient à donc déterminer chacune des valeurs P de mon éventualité élémentaire EI, qu'on peut noter en général P indice I, donc pour I compris entre 1 et 1. Ça c'est la notation mathématique. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Ça veut dire que pour chacune des éventualités de mon expérience aléatoire, j'associe en fait la probabilité correspondante. Donc, voilà ce que c'est qu'une loi de probabilité sur un ensemble fini. Alors, les plus importantes que nous avons vues, la première, c'est l'équiprobabilité. Alors, c'est la situation la plus courante qu'on retrouve notamment dans les jeux de cartes, dans beaucoup de jeux de société. On a cette situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que, je caricature, mais ça veut dire qu'on ne triche pas exactement quand on réalise l'expérience. Par exemple, je lance un dé à 6 faces, j'ai donc 6 éventualités qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, et chacune des éventualités a une probabilité de 1/6. Donc, l'équiprobabilité, de manière plus générale, donc P sur l'ensemble E, donc E1, E indice N, l'ensemble de mes éventualités, ça revient à faire quoi? Ça revient à déterminer chacune de ces valeurs P indice I, et donc on peut définir les P indice I par 1 sur N, justement, pour I compris entre 1 et N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les éventualités ont la même probabilité, d'où le nom d'équiprobabilité. Et vu que j'ai n éléments, et ben chaque éventualité a pour probabilité 1 sur n. Donc on a beaucoup d'exemples très classiques. Alors je prendrai moi l'exemple du lancer d'un dé à 6 faces. Voilà, qui est un exemple suffisamment simple, mais suffisamment riche, on va dire, pour expliquer toutes les notions qu'on peut avoir en probabilité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble de mes éventualités sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là, ici, je peux lister exactement les éventualités. Et chaque probabilité de EI, chaque probabilité P indice I, égale à 1/6, donc pour chacune de ces éventualités. La probabilité d'obtenir un 1, c'est 1/6, la probabilité d'obtenir un 2, c'est 1/6, etc., etc. Donc ça, c'est la première loi de probabilité qui est importante.
que nous avons vu en seconde et qui permet de faire beaucoup de situations et de modéliser un certain nombre de situations assez courantes. La deuxième loi de probabilité que nous avons vue, cette fois-ci, alors on la formalise en première, même si on s'est déjà confronté à cette loi de probabilité, c'est ce qu'on appelle la loi de Bernoulli. Alors, la loi de Bernoulli, on pourrait dire que c'est la loi de probabilité la plus minimaliste possible. Donc, pour qu'il y ait des résultats, on va dire, pour qu'il y ait de l'aléatoire, il faut au moins avoir deux éléments. Si j'ai qu'un seul élément, on va parler plutôt d'une expérience déterministe. Pour qu'elle soit probabiliste, il faut au moins deux résultats. Donc, pour avoir une loi de Bernoulli, l'ensemble E a exactement deux éléments. Et vu qu'on a deux éléments, voilà, rien de plus, de manière générale, le premier, on va l'appeler le succès, et à contrario, le deuxième, on l'appellera échec. Alors, le choix d'un succès, de l'événement correspondant au succès et le choix de l'événement correspondant à l'échec est totalement arbitraire. Dire qu'on peut tout à fait intervertir le succès et l'échec. Voilà. Donc je pourrais considérer, sans vouloir faire de l'humour un petit peu cynique, une expérience aléatoire à deux éventualités. La première, par exemple, c'est contracter le virus Covid-19, l'échec étant ne pas contracter ce Covid-19. Et dans une loi Bernoulli, on pourrait considérer comme succès le fait de contracter le virus. Évidemment, quand on parle de succès, c'est tout à fait cynique, parce que ça n'est pas du tout un succès. D'accord ? Alors, j'ai donc deux éventualités. Donc, déterminer une loi de probabilité sur cet ensemble à deux éléments, il suffit de déterminer, en fait, la probabilité du succès et la probabilité de l'échec. Donc, c'est donc deux quantités, donc deux probabilités respectives. Donc P pour le succès. Et vu que la somme des probabilités est égale à 1, la probabilité Q de l'échec, c'est donc 1 moins la probabilité de petit. Donc de manière générale, quand on peut, en tout cas quand on a cette possibilité, on a tendance à résumer les lois de probabilité justement sous forme de tableau, où sur la première ligne, on écrit les éventualités, et en dessous, on met les probabilités correspondantes. Donc S, je vais l'appeler succès, échec, on va l'appeler E, et donc j'ai cette loi de probabilité. Alors, un exemple, l'exemple le plus courant, c'est le lancer d'une pièce de monnaie. Donc si on lance une pièce de monnaie, alors ici je vais la considérer équilibrée, c'est-à-dire que même chose, je lance la pièce de manière honnête, ma pièce n'est pas truquée, voilà, je ne triche pas, ce n'est pas un tour de magie. Donc on lance une pièce de monnaie équilibrée, alors le résultat, donc qui est pile ou face, suit une loi de Bernoulli de paramètres P est égal à 1,5. Voilà. Alors, il faut être un petit peu clair aussi sur la manière dont on peut considérer des lois de Bernoulli. Si je reviens par exemple sur mon exemple du lancer d'un dé à 6 faces. J'ai évidemment 6 éventualités possibles, mais sur cette expérience aléatoire, je peux construire et considérer des expériences de Bernoulli. Par exemple, si je prends comme succès obtenir un 6, ce qui arrive très souvent dans les jeux de société, et comme échec, ne pas obtenir un 6, à partir d'une expérience aléatoire qui a 6 éventualités, je peux construire des lois de Bernoulli.
Et c'est ce qu'on a tendance à faire dans beaucoup de problèmes de probabilité, puisque en réalité, en général, on a un événement qui nous intéresse, qu'on va considérer comme succès, et l'événement non réalisé, c'est-à-dire l'événement contraire du succès, on va considérer ça comme échec, peu importe l'expérience aléatoire de départ. Voilà. La troisième loi de probabilité qui est importante, que nous avons vu là très clairement en classe de première, et qui est un prolongement de cette loi de Bernoulli, c'est la loi binomiale de paramètres. Donc on a deux paramètres cette fois-ci, les paramètres n et petit p. Alors une fois, si on comprend bien ce que c'est qu'une loi de Bernoulli, une loi binomiale, c'est pas très compliqué. Il suffit de répéter cette expérience aléatoire de Bernoulli de manière identique et indépendante. Et on la répète n fois. Donc n, c'est exactement le nombre de répétitions de mon expérience aléatoire. Donc il faut bien répéter ces événements, ces expériences de manière identique et indépendante. Si ce n'est pas indépendant, on n'a pas du tout une loi binomiale, et si ce n'est pas identique, ben on a autre chose. Hein. Donc, quand on répète une expérience de Bernoulli n fois, on a ce qui s'appelle un schéma de Bernoulli. Donc, je n'ai pas encore une loi binomiale. Et la loi binomiale, c'est donc la loi de probabilité de la variable aléatoire qui va compter le nombre de succès. D'accord ? Donc, il y a trois éléments pour avoir une loi binomiale. La première, c'est d'avoir une loi de Bernoulli, de paramètre P, donc avec un succès et un échec. La deuxième, c'est on répète n fois de manière identique et indépendante cette expérience de Bernoulli. Et la dernière chose, c'est que je dois compter le nombre de succès. C'est-à-dire que ça n'est pas n'importe quelle variable aléatoire sur ce schéma de Bernoulli. Donc, c'est la loi du nombre de succès dans la répétition identique et indépendante de n expériences de Bernoulli de paramètres petit p. Voilà. Alors, je donnerai des exemples, toujours avec l'exemple qu'on dit à 6 faces. Mais quand j'ai... Donc ça, c'est la définition de la loi binomiale. Quand j'ai une loi binomiale, en fait, je ne peux pas vraiment présenter les résultats de cette loi de probabilité sous forme d'un tableau, parce que j'ai n cases, donc je ne sais pas quelle est la valeur de n. Donc on n'écrit pas, en fait, la loi de probabilité sous forme d'un tableau, et on donne une formule qui est générale. Donc je vais la rappeler. Donc plus précisément, si x est une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres np, donc qu'on note couramment avec un b majuscule et les valeurs des paramètres, alors si je veux calculer la probabilité d'un événement élémentaire, donc probabilité que x soit égal à une certaine valeur, petit k, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai exactement k succès dans ma répétition identique et indépendante de n expériences de Bernoulli. Alors, pour calculer cette probabilité, c'est donc le nombre k parmi n, je rappelle, est obtenu avec la calculatrice. Ensuite, j'ai k succès, donc j'ai ici du p puissance k. Et si j'ai k succès, j'ai exactement n moins k échec, donc je multiplie en fait par la probabilité 1 moins p puissance n moins k. Donc ici, pour k compris entre 1 et n, étant donné que k c'est le nombre de succès qui est effectif, donc je répète ici
pour k pardon, compris entre 0 et n, erreur classique, hein, je peux avoir 0 succès. Ce n'est pas nécessaire, je peux avoir 0 succès jusqu'à n succès. Donc cette formule, il faut connaître évidemment par cœur, et surtout à savoir appliquer dans les exemples. Donc on a déjà travaillé sur cette formule-là dans le chapitre précédent sur les probabilités. Donc je ne vais pas m'attarder trop là-dessus, juste voir un petit exemple. Donc je vais lancer 4 fois, de manière identique et indépendante, ma pièce de monnaie équilibrée. Donc on lance 4 fois une pièce de monnaie équilibrée de manière identique et indépendante. Je rappelle, l'indépendance ici veut dire tout simplement que le résultat de chaque lancé ne va pas du tout influencer le résultat des lancers suivants. Donc si je suis dans ce cas-là, alors le nombre de piles obtenu suit la loi binomiale de paramètres. N est égal à 4, donc n est égal à 4, c'est le nombre de répétitions, et ici, P est égal à 1 demi. Donc si je veux calculer, par exemple, la probabilité d'avoir exactement 2 piles, donc si je veux la probabilité que x soit égal à 2, alors quand je dis le nombre de piles, je devrais nommer cette variable aléatoire grand X ici, pour savoir à quoi je fais référence. Donc, la probabilité de x est égale à 2, c'est donc 2 parmi 4. La probabilité P, c'est 1 demi à la puissance, le nombre de succès, c'est donc 2. Et ici, j'ai du 1 moins 1 demi à la puissance. Ben, ce qui reste, j'ai 4 éventualités, j'ai 4 répétitions. Si j'ai 2 succès, j'ai nécessairement à côté 2 échecs. Donc ensuite, il faut calculer cette chose-là à la calculatrice. D'accord? Je vous laisse le faire, on en a déjà parlé. Alors, maintenant, pourquoi je raconte tout ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous connaissez, on va dire l'ensemble de ces modèles, faire des probabilités, c'est essayer de coller un modèle sur une situation concrète, et bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, tout simplement pourquoi? Parce que l'ensemble des éventualités ici, nécessairement, est un ensemble fini. Et justement, on aimerait bien essayer de considérer des probabilités sur des ensembles qui sont infinis. Donc, ces modèles ne sont pas suffisants. Car il est naturel, c'est pas très compliqué de considérer des explorations aléatoires qui vont mener à un ensemble infini. Il est naturel de considérer des ensembles E infinis. En fait, l'ensemble E, c'est l'ensemble des éventualités, justement, de mon expérience aléatoire. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 on va dire, situations où on va considérer, enfin, où c'est naturel de considérer des ensembles E qui sont infinis. Alors, la première expérience aléatoire, c'est je suis un joueur de loto. Voilà, j'ai mes grilles tous les matins, j'aime bien jouer ma grille de loto, j'ai ma grille de loto favorite. Alors évidemment, je peux faire des probabilités sur un ensemble fini, ça c'est pas un problème, ce qu'on a l'habitude de faire, ce sont des exemples qu'on connaît. Mais si je m'intéresse, alors je vais laisser justement, on va essayer de considérer justement quel va être l'ensemble E à prendre. Donc on joue au loto.
et on s'intéresse à la variable aléatoire égale au nombre de jours ou au nombre de grilles à jouer pour gagner. Évidemment, ce qui nous intéresse si on joue longtemps, c'est de gagner. Donc, si je considère cette variable aléatoire, en réalité, donc je peux gagner dès la première grille, je peux gagner à la deuxième grille, à la troisième grille, etc., etc. Le seul problème, c'est que il y a des gens qui jouent toute leur vie, et il y en a même beaucoup. Et ces gens, ils ont beau jouer tous les jours, ils ne gagnent jamais. Jamais rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le nombre de grilles, c'est un entier. Et donc, si je m'intéresse à cette possibilité-là que je ne peux jamais gagner, ça veut dire que potentiellement, je vais pouvoir aller jusqu'à l'infini. Donc, en termes d'ensemble, je vais prendre, en fait, E est égal à l'ensemble des entiers naturels. Alors ici, si, pour être un petit peu rigoureux, il faudrait prendre n étoiles, parce qu'on ne peut pas gagner, on va dire, à la 0e grille, ça c'est pas possible, on aimerait bien, mais c'est pas possible. Si vous ne jouez pas, vous n'avez aucune chance de gagner. Donc voilà un premier exemple où naturellement, alors on ne va pas mettre de modèle probabiliste dessus, mais juste considérer un ensemble E d'éventualités, c'est-à-dire qui est infini. Alors, un deuxième exemple, même chose. Donc E est égal, on va voir ce qu'il faut considérer comme ensemble E. Mais je m'intéresse à des durées de communication téléphonique, donc sur un serveur téléphonique. Donc ça peut être, mettons, du démarchage téléphonique, ça peut être une hotline inversion, enfin voilà, comment dire, les numéros que vous pouvez appeler pour répondre aux questions, etc., etc. Donc si on s'intéresse à des temps de communication, et bien très naturellement, le temps, on a tendance à le modéliser par quelque chose de continu, pas forcément discret, puisque a priori c'est tous les jours, c'est à n'importe quel temps de la journée, c'est pas comme, c'est pas quelque chose qui arrive tous les mois, en tout cas j'aurai un modèle discret. Donc je m'intéresse à des temps de communication qui peuvent au minimum durer 0, mais au maximum, ici, je vais pouvoir prendre n'importe quelle valeur, on va dire, dans l'ensemble des nombres réels au moins positifs. Donc ce qui veut dire quoi? Je vais écrire ça, donc sur un serveur téléphonique. Quand je modélise du temps, on va modéliser ça par des ensembles qui sont continus, c'est-à-dire des intervalles. Et donc ici, naturellement, je vais considérer l'ensemble E est égal à 0 plus l'infini. Alors vous pourriez me dire qu'il faudrait enlever le 0, mais vous allez vous rendre compte un tout petit peu plus tard que qu'on prenne le 0 ou qu'on ne prenne pas le 0 ici, ça ne change absolument rien. Ok, donc voilà ce qu'on voudrait faire. On voudrait faire des lois de probabilité sur des ensembles qui sont infinis. Alors typiquement, la loi, l'équiprobabilité sur un ensemble infini, la formule 1 sur n, ça coince, puisque s'il y a une infinité de valeurs, 1 sur n, ce serait une limite. Donc ça voudrait 0. Donc tous les modèles qu'on a l'habitude d'utiliser ne s'étendent pas du tout, naturellement, à des ensembles qui sont infinis. Même chose ici. Alors, nous, on va voir quoi? Ça, c'est quelque chose de très général. Nous allons voir trois lois de probabilité. Nous allons voir trois lois de probabilité passage, on ne considérera pas justement ce genre de situation. Donc, trois lois de probabilité sur des intervalles réels. Donc, quand on est sur des intervalles réels, on parle de loi
continue de probabilité. C'est bon, je n'ai pas de couleur. Donc, on parle de loi continue de probabilité. Ça, c'est la première notion. On va dire, j'explique un tout petit peu le titre. Ce caractère continu. Et en plus de ça, donc il existe plein de lois continues. En général, quand on fait des probabilités, c'est quand même ce genre de situation qui nous intéresse. Mais on va s'intéresser, donc on va dire que ces trois lois de probabilité elles ont une propriété très particulière, très pratique également. Donc, ont une propriété particulière à savoir qu'elles admettent ce qui s'appelle des densités de probabilité. Alors, il existe des lois continues qui n'admettent pas de densité de probabilité, et vous le comprendrez un tout petit peu plus tard quand on aura défini ces choses-là. Et ben c'est quand même beaucoup plus compliqué que comment on a des densités. Alors, qu'est-ce que ça permet en fait d'avoir ces densités? Ça permet tout simplement de traduire des calculs de probabilité. Alors, je ne sais pas si vous le sentez venir un tout petit peu, mais à partir du moment où j'ai quelque chose de continu, comment dire, on a des sommes, on fait souvent les sommes en probabilité, enfin voilà, ce genre de choses-là. Et donc ces sommes, quand on les traduit en fait à un ensemble, à un intervalle réel, donc à des cas continus, cette somme se transforme en intégrale. Et le fait d'avoir ces densités de probabilité, ça permet de traduire les probabilités sous forme d'intégrale. À partir de ce moment-là, eh ben, on va pouvoir faire des calculs de probabilité comme d'habitude, donc sous forme d'intégrale. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette introduction. Donc il va falloir d'abord, en termes de cours, définir cette densité de probabilité et ces lois continues avec densité, voir comment faire justement des calculs de probabilité dans ce cas-là. Donc on va avoir une partie en fait très très générale et ensuite nous étudierons donc ces trois lois de probabilité, à savoir la première ce sera la loi uniforme, la deuxième sur un intervalle AB, la deuxième ce sera la loi exponentielle et les dernières ce sont les lois normales. Voilà, merci bien et à tout à l'heure.